Attention, cette vidéo contient des spoilers du film Le Loup de Wall Street. Donc si vous ne l'avez pas encore vu, passez votre chemin. Bonne vidéo! En 2013 sort le film Le Loup de Wall Street qui raconte l'histoire vraie de Jordan Belfort et de ses dérives dans le monde de Wall Street. C'est un film sur lequel on a dit beaucoup de choses, autant des choses pertinentes que des choses complètement à côté de la plaque, et plusieurs fois la question a été posée de qu'est-ce qu'il y a à retenir de tout ça. Et aujourd'hui, nous allons précisément nous pencher sur qu'est-ce qu'il y a à retenir des personnages de ce film. Et pour cela, nous allons surtout nous pencher sur le destin qu'il rencontre à la fin du film, ainsi que ce que l'on peut en tirer. Nous allons commencer tout de suite par le personnage principal, Jordan Belfort. Alors, je ne vais pas vraiment vous résumer comment le film montre que sa cupidité le mène à sa perte, parce que, voilà, ça saute aux yeux, c'est vraiment tout ce qui se passe au cours du film. Il gâche toute sa vie pour des motifs superficiels. Il trompe Teresa, il renonce à une chance de quitter Stratton Oakmont. Il accumule les erreurs et ne s'arrête jamais. Mais en fin de compte, à quoi mènent toutes ces erreurs ? Nous pouvons l'observer lors de sa dernière scène avec Naomi qui ne l'aime plus. Jordan, lui, est complètement aveugle aux signes qui montrent le désintérêt de sa femme à son égard et ne pense qu'à coucher avec elle. Et ce sexe torride qui a ruiné son premier mariage et a été la satisfaction de ses fantasmes les plus étranges tout au long du film, durant cette scène, nous le montrons dans sa forme la plus crue et aussi la plus révulsante, car c'est une scène de sexe qui est à la fois brutale et vide. Non seulement Naomi n'y prend pas le moindre plaisir, mais Jordan semble s'y accrocher désespérément. Il veut faire l'amour à sa femme, même plus vraiment par désir, mais par nécessité. Comme pratiquement tout dans ce film, il y est devenu complètement accro, ne peut plus s'en passer et le cherche désespérément, quitte à ce que le plaisir qu'il lui suscite ne soit que totalement temporaire. Et pour être temporaire, il l'est effectivement, vu que dès que l'acte s'achève, Naomi explique à Jordan qu'elle compte divorcer avec lui et qu'elle obtiendra la garde de ses enfants. Aussitôt Jordan craque, et lui qui avait vécu 2 ans d'abstinence très difficile retombe l'espace de quelques instants dans la drogue. Tout comme le sexe, cela montre son attachement désespéré à une addiction dont il a cette fois-ci réussi à se défaire pendant plus de 2 ans. Mais dès qu'il voit que sa situation familiale lui échappe, il y replonge et tente tant bien que mal de se convaincre qu'il possède toujours du pouvoir sur sa vie et qu'il est encore en mesure de faire des choix qui ne seront pas contrecarrés. Et cela se caractérise notamment lorsqu'il tente de prendre la fuite avec Skylar, sa fille. Cette fuite est aussi brève que pitoyable. À peine sorti du garage, Jordan se blesse ainsi que sa fille, et il voit Naomi reprendre Skylar, et cette fois-ci sans protester. Le fait que Jordan reste sur place sans bouger alors que le sang descend de son crâne montre son acceptation. Il est figé comme un fantôme face à son incapacité de fuir les conséquences de ses actes. Il comprend qu'il devra assumer ses actions, mais il ne le comprend que bien trop tard. Il contemple l'échec de sa vie avec un mélange de résignation et d'incompréhension.
Et ces conséquences en question ne seront en apparence pas aussi terribles qu'on aurait pu l'imaginer pour un personnage aussi immoral. Son séjour en prison semble bien se dérouler et le film s'achève sur lui faisant des conférences. Sauf que ces conférences lui procurent un vide, car il essaie de reproduire la technique de vente du stylo de Brad qu'on a vu au début du film, sauf qu'aucune des personnes qui assistent à la conférence ne sait suivre, ne reprend la bonne stratégie. Il comprend donc avec dépit qu'il passera la fin de sa vie aux côtés de personnes qui ne comprendront pas l'efficacité et la simplicité des techniques commerciales qui faisaient tout le charme de son ami Brad, sur lequel nous reviendrons plus tard. Donc voilà pour Jordan. Passons maintenant à la conclusion que connaît le personnage de Donny Azoff. Après que Jordan lui ait confié sur un bout de papier qu'il avait un micro et que Donny devait donc faire attention de ne pas être incriminé, ce dernier l'a trahi. Il a montré au policier le papier et durant sa toute dernière scène où la plupart des employés de Stratton Oakmont sont arrêtés, on voit Donny effacer tant bien que mal ses traces sur son ordinateur. Cette trahison lui permettra sûrement d'avoir une peine plus légère que Jordan. Donc on pourrait penser que Donny n'est pas vraiment puni. Mais en fait si. Sa trahison, tout comme sa tentative d'effacer ses traces sur son ordinateur, est un mouvement de désespoir et à l'utilité assez relative, ce qui le rend d'autant plus pitoyable. Mais il reflète également l'opportunisme du personnage de Donny et la façon dont il est prêt à trahir tous ceux qui l'entourent s'il le juge nécessaire. De la même façon qu'il démissionne de son ancien travail immédiatement après avoir rencontré Jordan lorsqu'il comprend que travailler pour lui permettrait de se faire plus d'argent, il trahit à la première occasion quand il voit que son ami est de toute façon condamné, bien que ce dernier ait tenté de l'aider. Mais la différence, c'est que sa démission au début du film lui a ouvert la voie vers une vie plus facile, où il pourrait laisser libre cours à ses excès et à toute sa perversité sans aucune gêne. Là où avant ça, Donny avait déjà un côté pervers, mais il ne pouvait le libérer que sur certaines limites. Par exemple, sa relation avec sa cousine était la seule limite sociale qu'il pouvait se permettre de franchir. En démissionnant, il est parvenu à accéder au monde de dérive dont il a sans doute toujours rêvé. Mais en trahissant Jordan, bien que cela allège sans doute sa peine, cela ne garantit pas pour autant sa liberté, et il est sûr que dans tous les cas, les excès qui faisaient autant son bonheur ne lui seront dorénavant plus accessibles, ce qui montre que, tout comme Jordan, même si cela se voit moins, Donny a perdu. Un personnage dont l'absence de victoire est également plus subtile est Patrick Denman, le policier qui fait arrêter les employés de Stratton Oakmont ainsi que Jordan. Malgré son intégrité si unique dans cet environnement de dégénérés, il n'obtient pas la reconnaissance qu'il mérite. Il retourne dans un train le soir et s'évapore dans la masse. De la même façon qu'il évoquait à Jordan son sentiment d'inconsistance lorsqu'il prenait le train et qu'il était seul avant d'arrêter Jordan, eh bien même après l'avoir arrêté, il retourne à une vie morne et qui ne sait pas le récompenser pour ses bonnes actions.
Un autre personnage qui n'obtient pas ce qu'il veut est Moumout, qui se fait arrêter aux côtés de Jean-Jacques Sorel, le banquier suisse, dans un restaurant. Ce personnage se caractérisait par son arrogance. Lui qui avait fait des études dans le marketing, contrairement à la plupart des employés de Stratton Oakmont, prenait énormément de haut ses collègues. Il se voyait comme la voix de la raison et n'hésitait pas à cacher son sentiment de supériorité. Mais cela se retourne contre lui lors de son arrestation. Toute son arrogance disparaît. On le voit pleurer et se figer sur lui-même comme un enfant qui est puni, ce qui montre que tout son orgueil et son assurance ne lui ont pas permis d'échapper aux conséquences de ses crimes. On va maintenant parler de deux autres personnages dont la fin m'a particulièrement intéressé. Il s'agit de Chester Ming et de Lothari. Ces deux personnages faisaient partie intégrante de la bande de Jordan. Ils sont là depuis presque tout le début et on les revoit régulièrement tout au cours du film. Mais on ne sait pas du tout ce qu'ils sont devenus. On ne les voit pas être arrêtés et même s'ils l'ont très certainement été, on n'en a jamais la moindre confirmation. Ils ont disparu. Le fait que ces personnages qui étaient totalement récurrents dans l'intrigue soient complètement, soit je pense volontairement oubliés, montre leur échec, montre la façon dont alors qu'ils ont voulu se faire un nom par des procédés totalement malhonnêtes, finalement ils ont été arrêtés au milieu d'une foule d'autres escrocs sans même qu'on le voie. Un dernier personnage dont la fin m'intéresse et qui pour moi résume en partie le propos de l'œuvre est Brad. Il s'agit du dealer qui a refusé de faire partie de Stratton Oakmont alors qu'il était l'ami le plus compétent de Jordan en termes de marketing, ce qu'on voit car c'est lui qui possède la fameuse technique de vente du stylo. Cependant, son refus ne se fait pas par intégrité, mais parce que le trafic de drogue lui procure un argent suffisant. Cela montre un équilibre dans son personnage. Ce n'est pas parce qu'il refuse de se plonger dans un monde totalement immoral qu'il n'est pas dans son propre monde totalement immoral. Cependant, un trait particulièrement intéressant chez lui est qu'il est, à l'exception de Patrick, un des personnages les plus intègres du film, du moins en termes de loyauté. En effet, alors qu'il se fait arrêter vers le deuxième acte du film par la faute de Donnie qu'il n'a en plus jamais apprécié, il ne dénonce pas ce dernier. Il sera finalement libéré, mais ce ne sera que pour mourir d'un infarctus à 35 ans, et cela se fait complètement hors champ. On ne l'apprend que par la voix off de Jordan durant la scène où Brad vient fêter sa libération avec ses amis. Cela crée d'ailleurs un contraste volontaire. Alors qu'on fête son retour à la vie, Jordan nous annonce que sa vie et la façon dont sa vie s'est brusquement arrêtée. Cette fin, bien que brutale, est paradoxalement la plus paisible, car Brad meurt d'un coup sans avoir à terminer sa vie, à devoir rembourser les conséquences de ses actes. En fin de compte, il ne gagne rien, mais tout ce qu'il perd, c'est sa vie. Et on peut estimer qu'il n'attachait pas une si grande importance à sa vie, vu comment il l'a consacré à faire des erreurs, tout comme tous les personnages de ce film. Je pense que c'est là une des nombreuses morales du Loup de Wall Street.
c'est que tous les gens qui consacrent leur vie à faire des erreurs, à être dans la débauche, la malhonnêteté, n'obtiendront peut-être pas totalement la punition qu'ils méritent, mais en tous les cas, d'une façon ou d'une autre, ils ne gagneront pas. Et malheureusement, les gens honnêtes ne sont pas non plus garantis de tout gagner. Voilà, donc c'est la fin de cette vidéo. Je l'ai fait parce que un excellent film comme Le Loup de Wall Street, il mérite toujours qu'on lui rende hommage. Alors j'aurais peut-être dû le préciser en début de la vidéo, mais du coup je le précise. Je sais que c'est inspiré d'une histoire vraie, donc que la plupart des événements qu'on montre se sont réellement passés et que c'est pas une décision et que du coup le sort des personnages ce n'est pas une décision de Martin Scorsese. Mais pour moi, il y a quand même une intention, parce que dans la façon dont il montre ses personnages, dont il les fait, dont les acteurs les jouent, je pense que ça reflète quand même vraiment l'intention que je défends dans la vidéo, même si ça ne relève pas vraiment de la fiction. Donc bon, voilà, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que vous allez tous bien. Prenez soin de vous. N'hésitez pas à m'écrire ce que vous en pensez dans les commentaires. Et à la prochaine. Bonne fin de vacances et à plus.